Bonjour chers jeunes, je suis Martial Bissok, je suis en live comme ce matin. Hier vous m'avez demandé, à votre demande bien sûr, d'être là encore pour vous. Je vais vous parler aujourd'hui de moi et de moi. Ça s'appelle l'ego. Pas l'égoïsme, mais l'ego tripping, c'est-à-dire quand on a quelque chose à vendre. C'est l'un des lives les plus importants de ma vie, donc partagez-le. Je vais aussi vous parler après de l'actualité politique du Cameroun, les grands enjeux, les mouvements, les soubresauts, puisqu'il vous faut de l'analyse. Il manque d'analyse au Cameroun. Allumez toutes les chaînes de télé, personne ne peut faire un éditorial sur ce qui est en train de se passer. Beaucoup vont faire des commentaires, la récitation. Il faut du jus, il faut des études, il faut de la maîtrise de la science politique et de la sociologie même globale d'un pays. Il faut de l'expérience. Comme disait Villepin, on ne peut faire de la politique, on peut aspirer qu'à certains postes, que quand on a une expérience acquise. Certains peuvent être d'accord ou pas, mais un bon président de la République qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais vraiment pas cravaché, qui n'a jamais, il ne peut pas diriger un pays, il va se tromper. C'est pour ça que vous voyez, les Hollande se sont trompés, les Sarkozy, beaucoup de fautes. Voilà, il faut donner le poste de président de la République à quelqu'un qui a de la bouteille. Et après, on va faire l'analyse de géopolitique du monde. Le monde est en train de bouger. Vous savez, ces Africains qui supportent les Iraniens parce que les Américains sont trop arrogants, trop forts. Moi, je ris. On vient sur Terre être fort. Et le leadership, vous ne le connaissez pas. Moi, je n'ai aucune affinité avec l'Iran. J'aimerais même pas. Voilà un pays vieux, avec des grands scientifiques, mais avec une mentalité obscurantiste. Donc tu peux maîtriser la bombe et les fusées, mais maintenir ton peuple dans la sauvagerie, l'esclavage. Les filles sont excisées à 9 ans. À 13 ans, les filles sont envoyées en mariage. On voile les enfants. Les mariages forcés, les viols. Moi, je ne peux pas vivre à Téhéran. Et vous, les Africains obscurantistes, vous émigrez au Canada, donc en Amérique, aux États-Unis, et vous dites l'Amérique, vous faites des leçons de morale aux États-Unis. Quels que soient les mobiles de la guerre, le pétrole ou pas, évidemment on ne fait pas la guerre pour rien, mais comment on peut supporter des pays obscurantistes comme l'Iran? Même les pays arabes comme l'Arabie Saoudite, où il y a la Mecque, on boit déjà de la bière. Pas pour dire que l'alcool est bien, mais il faut laisser les gens respirer. Les Arabes, les musulmans, ils étouffent leur population, mais les rois jubilent. Allez au Maroc, quand vous allez dans les souks, quand vous allez chez les grands Hadj, ils ont les jets privés, ils boivent du champagne, mais le peuple ici doit prier 5 fois par jour. Donc, moi je dis, nous sommes dans une guerre de civilisation, et la civilisation, elle peut être critiquée ou pas, mais on a déjà atteint un modèle de civilisation globalo-américano, où le soldat américain dirige le monde, le Coca-Cola. Mais il n'y a pas que le Coca-Cola, il y a aussi la liberté, il y a la force de l'inventivité. Le génie humain s'est plus développé en France, mais aux États-Unis ces dernières années. Les pays comme l'Espagne qui sont contre les États-Unis aujourd'hui, laissez-moi rigoler, mais si nous avons été esclaves, c'est l'Espagne, hein? C'est le Portugal. Hein? Ils ont perdu leur puissance. Et aujourd'hui, ils ne rêvent que de redécouvrir. Et comme ils n'ont plus et ils n'auront plus jamais la force, s'il n'y a pas quelques immigrés sénégalais qui vont peupler l'Espagne, voilà des pays qui vont disparaître. C'est la vieille Europe. C'était l'Empire. La France n'existait même pas. Mais bien sûr, au XVe siècle, c'est le Portugal et l'Espagne qui étaient les puissances du monde. Les États-Unis n'existaient pas. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime la force. Pas des coups de poing, mais du leadership. J'aime les gagneurs. Je ne veux pas vivre. Pourquoi je ne suis pas très heureux souvent au Cameroun? C'est parce qu'on veut nous imposer une société
des médiocres. Moi, je ne suis pas médiocre. Je vous laisse la latitude d'aller vérifier tous les parcours, tout mon parcours. J'ai souvent plus été premier qu'autre chose. Voilà, il y a mon Djaf qui vient me dire, vous connaissez mal l'Iran. Je n'ai pas envie de connaître l'Iran. Je ne suis pas là pour débattre avec vous, jeune homme. Vous n'êtes rien dans ma conception du monde. Je peux vous enseigner la géopolitique parce que je suis diplômé de sciences politiques. Et mon histoire personnelle, culturelle, vous ne pouvez pas me parler, vous qui vous cachez derrière vos pseudonymes là. Il faut arrêter, monsieur. Vous parlez à un major d'une des plus grandes écoles au monde sur les questions de géopolitique. Arrêtez ça. L'Iran n'est pas une puissance et vous dégagez avec. Voilà Israël, 7 millions d'habitants, et les États-Unis. Vous ne pouvez pas vous comparer. L'Iran n'a pas les moyens. Ils sont aidés par la Russie avec les vieux missiles de 95. Ils se cachent. Ils fabriquent des drones de 10 millions. Ils se cachent. Mais monsieur, on détruit, on tue le chat, votre chat. On tue son chien. On tue sa femme. On tue tous ses enfants. On tue tous les leaders d'un pays en une seule nuit. On entre dans leur système de défense. On traque jusqu'aux caméras de surveillance. Le Mossad, vous savez ce que c'est, mon ami. Vous êtes jeune et naïf. Et quand on veut faire un cours magistral de géopolitique, il y a toujours quelqu'un, un petit aigri africain par fierté, mal déplacé. Il dit, moi je supporte l'Iran. L'Iran, c'est quoi, mon ami? C'est la Chine qui leur donne des nouveaux missiles ces temps-ci. Ils forment des scientifiques, les Iraniens. Ils ont tellement brusqué les femmes qu'elles se cachent avec les voiles dans les universités. Mais ça ne produit pas de la liberté. On parle de la liberté. Les pays africains sont plus libres qu'en Iran. Vous voulez me parler de quoi? La Perse? La Mésopotamie? La vieille civilisation? Monsieur Bagdad, par exemple, en Irak, était la capitale du monde libre. Nous sommes au 7e siècle. C'est des vieux pays, mais qui sont vieux même dans la tête. Les gens enferment les femmes, les hommes, les jeunes. Mais oh, arrêtez ça. Vous êtes l'Africain malheureux, quoi. Oui, bonjour Étienne, salut à toi. Mais vous fuyez quand les situations sont difficiles, Étienne. On a commencé de beaux projets, mais l'Africain est malhonnêtement instable. On dit il faut faire confiance. La vie, c'est la confiance, Étienne. Tu me faisais confiance, on s'aime beaucoup, mais après vous lâchez parce qu'on a dit, Mais quand on fait... Moi, je vous ai dit, je vais reparler de moi tout à l'heure, surtout de... Pas pour dire, pour démontrer quoi que ce soit. Moi, j'ai 51 ans, j'ai réussi ma vie. Voilà, je me bats maintenant pour être là, quoi, pour être vivant, mais j'attends rien des gens. J'attends rien. Je suis un vendeur d'huile de palme. Un petit vendeur d'huile de palme. Je vends mes idées aussi, et économiques et politiques. Et dans un grand pays, on respecte ceux qui créent des idées. J'ai produit plus de 1000 sociétés. 1000. J'en ai ouvertes. J'ai créé des banques. À l'époque où on ne parlait même pas de banque digitale en Europe, j'étais parmi les premiers à avoir créé Akeva Bank. Parce que j'avais senti le digital. Et le portefeuille était déjà tellement grand, les propres Africains sont encore allés dénoncer. Moi, je ne touche pas l'argent, je ne suis pas un bandit. Tous les Africains ne sont pas des voleurs. Mais imagine, si on avait fait un portefeuille client de 100 000 personnes, 1 million de personnes, d'Africains qui gèrent leur portefeuille avec leurs petits sous, même 10 $. Est-ce que les pays africains allaient venir nous demander l'argent? C'était ça mes rêves. Vous savez, les gens parlent du panafricanisme aujourd'hui, mais dites-vous, chers incultes, dites-vous, chers incultes, que le panafricanisme est né avec les Marcus Garvey, les docteurs Dubois,
Et à l'époque, à Londres, ils ont levé 6 millions de dollars. 6 millions de dollars des Noirs. Ils ont acheté ils ont acheté des bateaux, ils ont acheté des navires, ils ont acheté des avions, ils ont acheté... Je dis le panafricanisme avant même de naître. Les gars étaient déjà à plus de 6 millions de dollars. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, on va au FMI, vous voyez les motasés, les gens courir, les nègres aller chercher l'argent au FMI. Mais quel est le pays qui peut se développer avec l'aide des FMI? C'est l'argent des Blancs. La richesse se crée, les amis. Et quand nous, on donne ces idées, je comprends qu'on va mourir comme ça. D'accord? Non, Étienne, toi, tu n'es plus mon frère. Non, toi, tu n'es plus mon frère. On a fait des choses au Fouquet. Monsieur, quand je faisais des galas, des rencontres au Georges V à Paris, j'aime pas dire je suis le premier noir, mais tu sais que j'étais le premier africain à faire des grands salons de plus de 100, 200, 300 personnes au Georges V, au Prince de Galles, au Fouquet. Mais alors, aujourd'hui, quand les gens se lèvent, ils commencent à parler de nous, et pendant qu'on m'a attaqué pendant plus de 4 ans, personne n'est venu me défendre. Moi, je ne suis pas revanchard. Je disais, regardez ça. Industrialisez-vous et taisez-vous, traduit en plus de 10 langues. Vous croyez que si j'étais un Européen, on allait me dire que je veux être ministre? On allait me juger par la nourriture, il veut un poste? Voici la clé de la libération des pays africains. Et j'ai donné le procédé qui amène à l'industrialisation. Et moi-même, j'ai créé des industries. Je suis en train de créer des industries. Avec plus ou moins de financement. Contre tous, les luttes qu'on a, et politiques, et ceci, et économiques, la jalousie, les familles, tout ça, mais on résiste. Je ne baisse jamais les bras. Lisez ce livre, par exemple. La littérature est finie aujourd'hui, mais bon, fabriquons et soyons moins cons. Soyons cons ou fabriquons. Purée, ces gens-là m'énervent ce matin. Bon. Bonjour, monsieur Bissot. Que dites-vous de l'homosexualité en Afrique? Quelle est votre perception? Oh, normalement, moi, ce que les gens font de leur slip là-bas ne m'intéresse pas. Mais comme ça devient un sujet politique, prenez le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays rétrograde aussi qui m'énerve. Ils ont des nouveaux leaders, mais ils sont un peu bouchés de la tête. Il n'y a pas un pays en Afrique où l'homosexualité est plus entrée qu'au Sénégal, par exemple. Partout où il y a les musulmans, là, l'homosexualité dans leur histoire, même dans le Coran, vous allez vous énerver, mais ils ont une tolérance, voilà. Et puis, quand tu dis tu es contre l'homosexualité, donc tu es contre les idées soi-disant que c'est les Européens, mais après tu dépends de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance le poisson que vous mangez, l'électricité, si on vous construit les trains, ils vous donnent la lumière, ils vous donnent l'eau, et vous dites vous êtes contre... Moi ça ne me regarde pas. Mais moi, je suis un Africain pur, traditionnaliste. Ces mœurs-là, on ne les connaissait peut-être pas trop, même si elles existaient. Mais en Afrique, personne ne peut être fier d'être homosexuel. Hein? En général, on les regarde comme ça. Ils n'embêtent pas. On parle de l'homosexualité quand on soupçonne qu'ils deviennent une force ésotérique et politique. On a l'impression que pour réussir, c'est ça que vous voulez peut-être dire, qu'il faut être homosexuel ou être dans un cercle maçonnique et que la franc-maçonnerie, c'est l'homosexualité. Après, ou l'ésotérisme, vous mélangez tout en Afrique. Donc, il y a l'homosexualité, les gens qui sont nés comme ça, ils marchent comme ça, ils sont un peu bizarres. On a tous dans nos familles une sœur qui a les poils partout, un peu virago, musclé. Ça ne veut pas dire qu'elle est lesbienne. On a toujours un frère qui est un peu, il aime courir, il aime dormir à côté de maman, il aime écraser les condiments. Moi, j'ai un cousin, quand il y avait une fête, lui, il adorait nettoyer le poisson.
C'est-à-dire, il va à la cuisine, il dépose son sac. C'est un grand monsieur, il dépose le sac, il se met à faire le poisson. Toute la journée avec les femmes. On ne va pas juger, moi. Voilà. Je pouvais dire. Mais il n'est pas homo, il a une famille, mais il aime être avec les femmes à la cuisine. Bon, après, bon, c'est pas ça le sujet. Jeannot David Ekwele. Oui, ça c'est un échange, on échange. On peut avoir le livre, mais dis donc, écris-moi une box et puis on t'envoie le livre. Voilà. Je ne vends plus les livres, où vous allez à la bibliothèque, à la FNAC, partout, mes livres sont... J'étais à Yaoundé l'autre jour avec Onan Guini et David Teboutou, on allait à la librairie de Peuple, je ne sais plus quoi là, une grande librairie, et la dame dit, ah mais vous, monsieur, je vous connais, vos livres passent beaucoup. Je dis, quel livre? Mais vous avez vu ça peut-être. Et puis mes livres sont vendus là-bas. Mes livres sont vendus au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, hein, au Québec. Donc, j'étais en train de dire, je ne sais plus, j'ai perdu un peu le fil, que nous sommes vraiment en train de vivre les grands changements du monde. Et pour qu'il y ait changement, même dans vos vies, parce que mon premier métier, c'est formateur. Il n'y avait même pas le coaching. Là. Avant que ces petits vendeurs de sous-quartier viennent vous vendre les porcheries, les maisons, les habits, les chaussures, qu'ils appellent le coaching, nous, on a formé les hommes là. Allez sur YouTube. Je faisais 3-4 vidéos d'enseignement pur, avec l'académie de la vie augmentée. On ne parlait même pas encore d'intelligence augmentée. Donc, aujourd'hui, on existe, mais c'est privé. Les gens payent, les gens m'appellent, c'est privé. Parce que quand tu donnes tout au nègre, ils commencent à te mépriser, quoi. Tu vois? Alors, pour réussir sa vie, pour maîtriser sa vie, il faut contrôler 2 choses. L'énergie et l'information. Pour qu'un pays domine, il faut que le pays maîtrise l'information et l'énergie. Nos parents, c'était le bateau, la voile. Après, on a découvert le pétrole, comme disait Attali, après le pétrole. Et puis, toute la guerre, c'est l'énergie. Même aujourd'hui, il y a guerre. Pourquoi? C'est le contrôle de l'énergie. Celui qui contrôle ta lumière, qui contrôle l'eau, qui contrôle ta nourriture, puisqu'il faut produire la voiture, c'est l'énergie. Et deuxième chose, ou la première, c'est l'information. Mais l'énergie peut finir, l'information ne finit jamais. Elle change. Aujourd'hui, on parle d'information, d'intelligence artificielle. Il y a eu les livres, il y a eu les lettres, les livres. Maintenant, aujourd'hui, on est dans les neurosciences. Aujourd'hui, vous regardez un appareil, il vous dit ce que vous pensez. On lit ton cerveau. On n'a même plus besoin de te questionner. Vous arrivez maintenant à la police, on te met là, on retire tout ce qu'il y a dans ton cerveau. On scanne et on retrace. Donc, le monde, c'est l'information. Et pourquoi nous sommes devenus esclaves ou colonisés ou tout ce que vous voulez? C'est parce qu'on n'avait pas l'information. On était enfermés dans nos villages, la magie de la bouillie, le couscous, le taro, le sauce jaune, le porc épic, les fesses des femmes, rebondissant, le cocotier, les noix, le soleil, la danse, le tam-tam. La preuve, pendant qu'il y a la guerre qui a commencé, les Noirs font encore des soirées tous les week-ends. Vous pouvez voir les Chinois en train de faire une soirée. Les Philippins, les Pakistanais, vous allez les voir chaque week-end, grande soirée de la grande duchesse de Clignancourt. Vous êtes les plus pauvres. Vous vivez de coiffure, de vigile, de portage, de sécurité, de coups de poing. Et c'est vous qui faites les fêtes tous les 5 jours. Tous les vendredis, les Noirs se retrouvent. Association Bangoulap, Association des Bassards de New York, Association des Douala exilés depuis 40 ans du Québec. Donc si tu n'es pas là depuis 30 ans, ne va pas là-bas parce qu'ils ont toujours une association des ressortissants de... Vous savez, l'énergie a dépassé, l'homme blanc.
quelqu'un qui meurt pour ses projets. Le Chinois, alors, il ne vit que pour arracher les terres. Et vous venez ici sur le net, écoutez Limbiloba, vous invitez les Limbiloba à Paris pour qu'ils vous disent qu'on a arraché vos terres. Mais quand vous dansez à Paris pendant 30 ans, sans HLM, donc vos terres vont rester dormir aussi à Deido, à Dibombari chez moi, donc on va vous attendre. Donc vous êtes tous en train de fuir là où l'avenir du monde se joue, c'est-à-dire en Afrique. Vous êtes ingénieur en Allemagne, vous êtes caché là-bas avec vos diplômes en Belgique. Les diplômes, les souris ont rongé vos diplômes qui ne servent à rien en Europe. On vous dit de rentrer, prendre des parcelles, mettez-vous ensemble, faites des champs, transformez, écrasez le maïs, vendez aux brasseries, vendez là-bas. Vous ne faites rien, mais c'est vous qui donnez des leçons aux gens comme nous, qui avons des hectares, qui bâtissons, on a des sociétés, on emploie plus de 100 Camerounais. Avec toutes les difficultés qui vont avec, on tombe malade pour sauver le pays. D'ailleurs, s'il y a même des gens à qui Paul Biya ou l'État doit donner les 100, 200 millions, c'est nous. Parce que nous, on met des centaines de millions au Cameroun, on ne parle pas beaucoup, on perd. Mais on n'abandonne pas parce que c'est notre avenir. C'est l'avenir des enfants d'Afrique. Je n'ai aucun enfant au Cameroun. Quand je crée 100 emplois, c'est par amour pour ce pays. Parce que nos enfants, s'ils avaient de l'emploi là-bas, ils ne viendraient pas faire chauffeur, livreur au Canada. Ce n'est pas possible. Ou vigile aux États-Unis. Tout le monde veut être bien. Et si j'avais pensé à vivre pour moi, on ne se serait même jamais connu. J'ai perdu beaucoup de choses, même en France. Quand je sors de l'école en France, major de ma promotion, c'est avec les Giscard d'Estaing. Je suis un énarque. On a appelé à gérer ce pays. On m'a tout proposé ici. D'accord? Mais la vie est un choix sans regret. Comment s'appelle la jeune dame qui était ma promotionnaire, là? La ministre de Sarkozy, là. Donc, on a atteint l'âge où on n'attend rien. On veut donner parce qu'on n'est pas éternel, les amis. Et j'ai fait une petite vidéo hier où je saluais par exemple l'honorable Datouo, qui est président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Et les gens m'écrivent, oui, mais toi, tu connais tout le monde. Oui, mais toi, tu veux montrer. Non. Mais si vous vous comportez comme vous vous comportez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous vous faites des ennemis tous les jours, vous serez surpris de ne connaître personne au soir de votre vie. Dans la vie, les diplômes sont importants. Mais ce n'est pas plus important que les relations humaines, les amis. Travaillez votre relationnel. Si je vous sors mon carnet d'adresses, vous allez vous suicider de jalousie. Ça fait 50 ans que j'ai. Et depuis le berceau, je travaille mon carnet d'adresses. Je vais vous surprendre. Un jour, j'étais chez moi. Et qui appelle? Le fils du président de la République, qui est un ami de très longue date, parce qu'on a grandi au lac. Et il me dit, je viens de passer, je t'ai vu en culotte, je reviens avec toutes mes équipes. Parce qu'on ne poste pas tout, évidemment. Et les gens qui étaient là, parce que j'étais avec les villageois en culotte. Donc, si vous ne cherchez pas, vous avez des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour faire les affaires, gagner de l'argent, travailler ses relations. Mais comment je dis que je connais le président de l'Assemblée nationale du Cameroun? Quelqu'un dit, mais toi tu connais, mais c'est le président de l'Assemblée nationale, mais j'existe depuis, je n'ai pas attendu d'être...
Mais vous rêvez. Vous n'avez pas d'ambition aujourd'hui. Les réseaux sociaux vous enferment dans les clashs. Tu ouvres ta télé pour être monétisé. Moi, je ne fais pas ça. Vous ouvrez vos téléphones aujourd'hui pour chercher des ennemis, pour chercher à être vu, pour chercher... Mais vous insultez les gens qui peuvent vous aider demain. Deuxième précision, j'étais directeur des programmes à Equinox. J'ai formé plus d'une trentaine de journalistes ici. Hein. Nous sommes dans les années 2000. Hein. Faites attention. J'étais le premier journaliste privé d'une nouvelle radio que j'ai contribué à créer à Douala. Une radio privée. Je n'ai pas usurpé ma carrière. J'avais des journaux comme Le Messager à l'époque de Pius Ndiawe qui faisait la une sur moi. Interview double page. Et j'avais déjà fini mes humanités. Mais donc, les jeunes, vous parlez, quand on vous dit, vous savez, je ne sais même pas par quoi, peut-être posez-moi des questions, je ne sais même pas, c'est difficile même de parler de soi. Attention les garçons. Vous ne parlez pas à un enfant. C'est parce qu'on vit dans un pays comme le Cameroun qui brise les génies. Mais je ne suis pas votre ami, les gars. Martial Bissop, partout où il est passé, il est le plus jeune, soit quand j'étais élève, ou le major. Renseignez-vous, pour ceux qui connaissent un peu le lycée classique et EDA. Ah, j'avais 15 ans. J'étais en seconde. Quand Martin Kamemi m'est né en 73, il était au lycée, au CS, quoi. Donc, il était en quatrième, j'étais en seconde. Mon ami et frère Martin, demandez qui j'étais. Et j'étais le départemental de la communication EDA. J'avais un bureau chez le préfet, dont je parlais pour la radio, pour la Sanaga maritime, étant au lycée, parce que j'étais directeur du club journal. Attention, ceux qui m'ont connu, même à Bonne-Macaque, monsieur Tegel, qui était proviseur ou censeur, je ne sais plus, il avait dit, monsieur Bissop, fatalement, vous serez journaliste. Je ne fais pas ce live parce que on dit le moins haïssable, c'est ce que vous dites, mais c'est des théories pour que les Africains ne racontent jamais leur baisse, leur meilleur parcours, quoi. Vous voyez? Vous regardez comment Trump... Vous regardez ce que Trump fait aujourd'hui, vous êtes surpris, mais Trump a fait des livres best-sellers, il n'avait pas 30 ans. Il est milliardaire depuis qu'il a 20 ans. On va dire son père lui avait laissé. Oui, mais il raconte, il se la raconte. C'est sa vie. Africains, on vous a appris à vous cacher, mais cachez-vous. Mais ceux qui n'aiment pas... Vous savez, le Cameroun est très vicieux. On te dit, oui, attends, efface-toi. On te dit non, Martial, oh, laisse, ton tour va. Et c'est comme ça qu'on a tué 5 générations de Camerounais brillants. J'ai des amis qui sont extrêmement calés, qui ont été patrons en France, qui sont des grands directeurs dans le monde. Mais au Cameroun, ils mettent la casquette, ils glissent là, ils se cachent chez lui. Non, on ne peut pas venir sur Terre, vous êtes une lumière et vous vous cachez, c'est pas possible. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre. Parce que les gens qui doivent nous donner leur lumière, leur savoir, c'est eux qui se cachent, c'est eux qui sont brimés, c'est eux qui sont paupérisés. Aucun de mes amis ne m'a jamais donné 5 francs, par peur que j'excelle. Mais quand vous écoutez les success stories des gars, même aux États-Unis, c'est la levée de fonds. On te dit Steve Jobs, et puis on te dit tel, on te dit Bill Gates a donné $1 million à un jeune qui avait un projet, et puis il est devenu ceci, numéro 1 de Google. On dit Steve Jobs, tel a donné 1 million à tel, et puis nous, chez nous, tu fais une levée de fonds, on dit, on commence à te fuir. Mais comment l'entrepreneuriat, comment on va développer un pays si les gens qui ont de l'argent sont aigris, méchants et bêtes et ils se cachent? Mais
il n'y a pas de joie dans ce pays-là. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun est historique. Vous ne pouvez pas voir ces changements, mais moi je crois que le changement vient avec le temps et la nature. Avec le temps, on règle tout. Et nous sommes dans cette bascule aujourd'hui où le temps est en train de jouer son jeu, quoi. On ne peut plus continuer comme ça. Les changements qu'on attend sans la violence sont là. Et ceux qui sont destinés à être un grand destin pour le Cameroun sont là. Et c'est Che Guevara. C'est Che Guevara qui disait, en temps de crise comme en temps de guerre, l'essentiel, les gars, c'est d'être en vie. Vous ne savez pas par quoi on est passé, non? Vous ne savez pas par quoi on est passé. D'accord? Alors, je parlais de moi pour dire à cette jeune génération aujourd'hui qui se limite à 2 clics sur les réseaux. On dit réseaux sociaux, créez un réseau. Vous ne pouvez pas avoir 100 000 abonnés et vous n'avez pas des gens qui peuvent vous donner 100 millions. Vous n'avez pas des gens qui peuvent vous créer une société avec vous. Vous n'avez pas des gens avec qui vous pouvez monter un projet. Si vous avez 100 000 abonnés, vous créez un savon, 100 000 clients avec 10 $. Vous êtes... Mais pourquoi les autres, pourquoi les Américains sont riches? Pourquoi aux États-Unis, vous avez Elon Musk, Steve Jobs, qui ça, je ne sais plus, Bill Gates, je ne sais pas qui? Parce que la richesse, c'est pour tout le monde. Pourquoi en Chine? Pourquoi les Chinois sont riches? Parce que le Chinois, il a 100 millions d'abonnés, mais c'est une start-up. Il commence à vendre. Même s'il est cultivateur, il commence à vendre son ginger. Il commence à vendre. Mais vous faites des clashs à qui alors? Ça vous donne quoi ces choses? Pourquoi? Et vous voyez, j'en ai fait une réflexion même sur la Bible et l'Église après, si j'avais le temps ou peut-être demain. Parce que c'est important. Les gens disent, mais le Guy, tu n'es pas très chrétien, tu n'es pas très ceci, tu n'es pas... Non, c'est pas de ça. Tous les grands esprits de ce monde ont été anticléricales. Même Blaise Pascal, à la fin de sa vie, il a dit, vaut mieux croire, peut-être. Parce que si tu crois en quelque chose qui n'a pas existé, tu ne perds rien. Mais si tu crois en quelque chose et que cette chose a vraiment existé, tu auras gagné d'avoir cru. D'accord? Moi, je crois en Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre, chers Africains, qu'on dénonce les dérives et la mesquinerie occidentale qui s'est servie de la Bible, de leur religion, pour venir dompter les populations. Et c'est ça qui a créé la plus grosse misère du monde noir jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous battons encore pour exister en tant qu'être humain. Vous avez vu comment la CAF a retiré la coupe au Sénégal, on a redonné aux Arabes, aux Marocains. Parce que l'homme noir, même si on fait les montages, là, personne ne respecte un homme qui ne sait pas fabriquer ses propres slips. Tu ne sais pas fabriquer ton propre costume. Tu ne sais pas créer ta propre nourriture. Tu ne sais pas créer ta propre électricité. Tu as besoin d'assistance. L'homme noir est encore comme un bébé en 2026. On doit l'assister pour tout. Pour faire les routes au Cameroun, on appelle Razel. Ça tombe, ça ceci. Et les routes, ça tombe toujours. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Mais comment on va respecter un pays qui n'arrive pas à se prendre en charge? Quand je dis que l'homme noir est un bébé de la planète, il y a quelques intellos aigris qui ont fui, qui sont cachés au Canada ou je ne sais pas en Belgique. Oui, mais tu veux dire que quoi, l'homme noir, tu dénigres toujours. Mais je dis, on ne dénigre pas, on vous dit qui vous êtes. Vous ne pouvez pas ramasser vos ordures. La pollution, ça veut dire que tu gaspilles l'environnement et l'air autour de toi. Quand tu arrives dans des pays comme la Corée, même le chewing-gum que tu mâches, si tu fais le bruit là, on te donne une amende parce que ça te dérange.
Imagine alors que vous faites vos ordures chez vous, vous égorgez les poulets, les moutons, les cabris, vous mangez les bâtons, les mitumbas, mais vous mettez ça devant la cour des gens. Et vous avez élu un maire qui ne sait pas comment on ramasse, comment enlever ces pollutions devant vos maisons. Mais mettez des petits juifs là, mettez des petits blancs là, en 2 jours. Mettez des petits chinois, ils vont vous montrer qu'on peut créer de la biomasse, le biogaz. Normalement, c'est pour ça que quand on dit les mairies, les municipales, les ceci, je ne veux rien au Cameroun. Parce que vous allez me tuer là. Je vais vous donner un rythme d'intelligence qui va vous énerver, vous citoyens camerounais. Vous, Africains de la médiocrité. Même en Europe, vous voyagez avec vos poubelles, n'est-ce pas? Quand on attrape ce que vous avez à Roissy, souvent, ça fait pitié. Les gens voient là les poubelles. Hein. Donc, si vous expliquez, dans une grande ville, même le gaz, une ville comme Douala, le gaz doit être gratuit pour les habitants. Parce que c'est leurs propres déchets qu'on va incinérer, qu'on va mettre dans les biogesteurs, on va mettre dans un réseau, on donne le gaz aux populations. À 1000 francs peut-être par mois. 1000 francs. Le gaz. Donc, si personne ne réfléchit à nos pays, là, je suis en train de finir un livre là, où commencer, mais ça me bouffe l'énergie parce que vous ne lisez pas et vous nous insultez, vous méprisez les gens, vous voulez que tout le monde soit médiocre, vous vous dites, mais c'est pas possible. Je fais cette sortie, j'avais envie vraiment de vous parler de moi, mais je n'ai pas le temps. Ça peut prendre toute une vie, les amis. Toute une vie. Bon, écoutez, je vous laisse aller à vos occupations. Moi, j'ai mes petits rendez-vous. Je vous dirai un peu plus. Je n'étais pas très en forme ces jours-ci. Bon, pour ne rien vous cacher, bilan de santé nickel, hein, ne vous gênez pas. Mais j'avais une grosse grippe. Je suis venu du Cameroun. Je suis allé en tournée au Benelux, Luxembourg, Belgique, tout ça là, Hollande. J'ai fait tous ces pays-là, juste avec ma petite veste et ma chemise. Et à l'époque, quand on était jeune à Paris, avec mon ami, qui n'en est plus un aujourd'hui malheureusement, Morgan Palmer, on était, même en plein hiver, nous on était toujours en costume et cravate. On ne voulait pas mettre les manteaux, les par-dessus pour que ça nous cache notre chaleur, quoi. Et on a gardé ce système. On circulait comme ça dans le petit Paris, Paris Saint-Germain, là, Saint-Germain-des-Prés, si tu vois. Et on glissait là, on ne voulait pas, on sortait là, BHL, on va là-bas, voilà. Et j'ai cru que j'ai encore 20 ans, quoi. Non, j'en ai 51 là, et les défenses. Donc j'ai pris un de ces gros rhumes, une de ces sinusites. J'ai pris un coup de froid, j'avais... Hein? Heureusement que j'ai un médecin à la maison. Heureusement. Que chacun cherche son docteur à la maison. Donc, c'était juste pour rigoler, mais pour vous dire que la vie, avec le temps, il faut être prudent, on n'a plus les mêmes forces. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, les gens qui me demandaient mes livres là, c'est pas la peine de faire beaucoup de bavardage, vous pouvez m'écrire, il y en a tellement. Et si on s'augmentait, ça c'est un livre de développement personnel. Hein. Vous savez, les Noirs, j'aime bien les Noirs qui prennent toujours les vidéos des Blancs, les petits Blancs, les extraits, ils mettent sur leur statut. Ils vont jamais prendre la vidéo d'un guide camerounais, africain. Ils vont tous dire que c'est Chocolat de Filles, le jeune le plus intelligent d'Afrique. Oui, mais avant Chocolat de Filles, il y a eu les Théophile Benga, au Benga, il y a eu les Martiens Toa dans cette Afrique. Il y a eu quand même... Mais l'Afrique est médiocre. Hein? Les Cheikh Anta Diop, il y a eu les Joseph Mbui, hein, vous n'avez pas connu. Vous n'avez pas connu les Thomas Mélonais, vous ne connaissez pas. Hein? Et vous prenez un petit jeune du Gabon, il dit Bangala partout, Bangala partout. Il est un peu structuré, mais après il va en sucette. Hein? Donc ça c'est un livre de développement personnel qui est très demandé en France aujourd'hui.
parce que j'ai dit des choses, j'ai parlé de l'argent, comment avoir de l'argent, et qu'est-ce que l'argent, pourquoi l'argent nous échappe. Là, j'ai parlé dans ce livre de... D'ailleurs, pourquoi je cours même? Est-ce que je vous dois quelque chose? Je peux faire mon live. Ici, ceux qui n'ont pas le temps peuvent partir. Pourquoi je me mets même la pression? Ici, je parle de la force de l'écorce. Le pétrole est une écorce. L'écorce, c'est ça qui donne la vie. Hein? Albert Epundé. Bonjour. Il a dit bonjour, docteur. Oui, Albert Epundé. Je pense que c'est un ami ou un frère. Je ne sais pas. Les Camerounais sont trop dénigrants. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est la politique. Vous savez quand même que demandez aux jeunes comme Cabral Lili, hein, ils existent aujourd'hui avec tout son talent, évidemment, lui, particulièrement. Mais j'étais l'inspirateur de toute cette jeunesse camerounaise aujourd'hui. Mais à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont voulu m'effacer, les gens ont voulu m'écarter, les gens ont voulu dire je ne suis rien. Hein. Heureusement, vous savez, le petit Bruno Bidjan qui m'appelle papa, je lui dois... Voilà, j'écris l'intuition supérieure dans ce livre. Lisez ce chapitre. Si tu n'es pas guidé par une intuition supérieure que vous appelez Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la vie, les amis. Parce qu'on ne sait pas. Quand vous avez une idée, est-ce qu'elle vient de votre tête ou elle est entrée dans votre tête? C'est des réflexions. C'est des réflexions. Vous n'avez pas lu Carl Gustav Jung, vous n'avez pas lu Hegel, Phénoménologie de l'esprit, vous n'avez pas lu Habermas, vous n'avez pas lu Socrate, Descartes, vous n'avez pas lu... Non. Mais Angelo, toi, t'es plus mon ami, Angelo. Angelo, t'es pas mon ami. On s'aime beaucoup et je t'ai sauvé des situations. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu me simplifies, tu me dénigres souvent, Angelo. Je n'ai pas beaucoup... Tu fais, depuis que je te connais, tu es passé par moi parfois. Tu es venu vers moi avec beaucoup de respect. C'est familial, hein, c'est respectif. Je ne devrais pas le dire ici, mais on va s'appeler. Mais tu as toujours fait des mauvais choix. Tu as voulu souvent honorer des gens que j'ai créés, moi. Et plus que moi. Tu comprends de quoi je parle. Et tous les choix que tu as faits, tu t'es souvent trompé. Et moi, je suis toujours vivant. Je sais où je vais. Et l'avenir nous dira qui a le destin. Je te le dis parce que je suis libre. Et on va s'appeler. On ne va pas tout dire ici. Mais tu es quelqu'un que j'estime parce que tu es l'un des premiers à venir vers moi. Voilà. Et je vais dire aux jeunes, il faut lire Barack Obama. Voilà mon livre. Ça, c'est un de mes livres de chevet, comme on dit. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un comme ça, qui est un parent noir, dans une Amérique où les Noirs américains boivent, se droguent. Ils sont 40 millions sur 200 millions de population et il devient président d'un pays. Ce n'est pas un jeu. Les Noirs n'aiment pas les gens qui inspirent. Vous écoutez des Noirs qui veulent salir, qui veulent... Vous êtes nés pour être médiocre et pauvre. Moi, je ne suis pas médiocre. D'accord? C'est la politique qui fait même que certains là ouvrent leur téléphone, commencent à dire « Oui, toi là, tu n'es... Hein? Oh, toi là... » Non. Il y a une distance à respecter entre les gens qui ont la connaissance et vous qui ne l'avez pas. D'accord? Entre les gens qui peuvent changer vos vies et les gens qui peuvent vous aider à vous améliorer. Et moi, le don de soi, personne ne peut me reprocher. Je suis pauvre, je l'accepte, mais en don de soi, en générosité, en amitié. Si le petit Bruno Bidjan n'était pas venu filmer mon usine, les gens n'auraient même pas su que ça fait 4 ans qu'elle est là. Les gens même avec qui j'ai commencé le projet ont disparu. Parce que l'homme noir est comme ça. Il veut que le blanc crée le beurre, il vient manger le beurre. Il veut qu'on crée la route,
et il vient dormir, il dit qu'il vit de la CAF. Il vit en France. Oh, je vis en France. Oui, mais vous vivez, c'est pas une réussite de dire ça. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau de développement demain chez nous? C'est ça qui m'intéresse. Mais si vous détestez, la France ne déteste pas le savoir, hein, ne les voyez pas là. Les Français ne détestent pas le savoir. Les Européens ne détestent pas le savoir. C'est le savoir. C'est le livre qui a fait la France. C'est l'intelligence qui a fait la Russie. C'est les livres qui ont fait la Russie. C'est les livres qui ont fait les Juifs, Israël. Hein. Ils n'avaient pas de terre, ils n'ont même pas de terre. Mais un peuple, quand on dit livre, ça veut dire réflexion. Vous réfléchissez à quoi? Tout ce qu'un Africain peut dire, le guide, on a une soirée à Bruxelles, là, on va te voir et tu peux être... Mais soirée de quoi? Je danse pas avec vous. Si je veux danser, je mets mon petit makossa là, on me filme, je danse un peu dans mon salon. Mais je n'ai pas envie de vous voir, les gars. Moi, je parle business, je parle de projet, je parle d'intelligence. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, on nous a fermé les portes. Je vous prends un exemple. La dernière fois, il y avait les jeunes de mon village qui viennent me voir. On dit, oh, le gars, tu vas être... comme tu ne nous donnes plus à boire, voilà les mairies qui arrivent, tu devais même être notre maire. Je dis, à quoi, pardon? Non, je ne vous donne plus à boire, je ne serai pas votre maire. Donc, quand vous me voyez, et vous me voyez, donc j'ai plus besoin de vous que vous de moi, quoi. Donc, vos besoins, votre prochain maire, ça sera celui qui va vous donner à boire. Voilà comment le nègre réfléchit. Et ceux qui donnent à boire sont maires, députés et tout ce que vous voulez jusqu'au président. Donc, si tu donnes à boire aux gens, tu es maire. Maintenant, quand tu es maire dans une commune, tu n'as aucun passeport. Tu n'as aucun ami dans le monde qui peut donner les ordinateurs, les lits d'hôpitaux, qui peut aider même, qui peut envoyer même les fournitures scolaires aux orphelins chez toi, qui peut donner les camions, les bus de ramassage gratuits, le jumelage. Tu connais personne. Mais quand on les abrutit, c'est pour ça que la démocratie a ses limites. Il faut même arrêter ça. C'est une escroquerie en Afrique. Parce que c'est la masse médiocre qui va toujours être aux affaires. C'est la masse des médiocres. Tous vos amis qui sont maires là, Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout là, peut-être Bafoussam encore, je sais pas. Bafoussam est plus propre. Mais tous les gens qui sont maires au Cameroun là, c'est qui? Tous vos amis qui sont députés là, est-ce qu'ils peuvent se placer devant moi ou quelqu'un pour démontrer ils méritent de représenter les populations? Ce qu'ils montrent, c'est leurs grosses villas qu'ils ont construites. J'ai construit ma villa. Oh, moi, j'ai des jours qui sortent. Oh, moi, je peux amener ma femme en France. Oh, moi, j'ai un visa. Moi, je suis invité à l'ambassade. Mais et les populations? Mais c'est fou ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que quand, en 2018, j'ai dit à Paul Biya que moi, je vais t'affronter, c'était pas un jeu. Même si après, je me suis ressaisi, j'ai pris des distances, mais j'étais dans ma posture d'un révolutionnaire. Il y a trop de choses. Nous avons un pays comme le Cameroun est à construire à zéro. Ahidjo était là, il a fait ce qu'il pouvait. Il était chargé d'écrire la carte du Cameroun. Le peu qui nous restait. On avait 760, on avait 1 million de kilomètres carrés jusqu'au Gabon. Toute une partie du Nigeria, toute la Centrafrique, le Tchad. On avait tout ça, le Congo. Donc Ahidjo vient là avec un petit truc. On dit ok, ça va. Et Biya est venu. Biya essaie de mettre en route les projets qu'Ahidjo. Et puis attention. Si ces projets-là passaient, c'est que le Cameroun est devenu une nation développée. Et là, même les Français ne pouvaient pas l'accepter. Les colons ne pouvaient pas l'accepter. Et voilà la véritable
guerre interne et externe du Cameroun qu'il faut vous expliquer. Ce n'est pas Paul Biya qui a tout échoué, par exemple. C'est un système qui empêcha toutes les nations africaines. Le discours de la Bolle, Mitterrand a compris que l'Afrique commençait à se lever. Il fallait y introduire du désordre. Et ce désordre-là nous a coûté près de 20 ans, 30 ans. Le retour au FMI. Bon, parlons du FMI en 2 mots. Comment vous pouvez croire qu'un pays comme le Cameroun veut se développer? Mais les Blancs qui te donnent l'argent disent non, 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 non. Rembourse-nous déjà ce qu'on t'a donné. Tu dis on n'a pas l'argent. Il dit coupe l'argent des infirmiers, des médecins, des enseignants. Mais quelqu'un qui t'aime peut te dire, c'est-à-dire tu arrives, tu dis à quelqu'un non, 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 non. Pour ta dette là, coupe l'argent de la ration de ta femme. Tes enfants mangent 4 fois par jour, il faut qu'ils mangent 1 fois. Mais donc, et tu dis que tu es mon ami pour payer ta dette. Voilà un peu le système. On aura le temps de débattre de tout ça. Donc, économiquement, aucun pays africain n'a développé l'intelligence pour résister. C'est pour ça que le livre que je vous ai montré là, Industrialisez-vous et taisez-vous, c'est par là que tous les pays devraient commencer. Donc, toutes les sociétés qu'il y avait au Cameroun étaient des sociétés françaises. C'est la France qui a laissé ces entreprises. Quand j'entends dire Ahidjo a fait, Ahidjo n'avait pas le pouvoir de créer une entreprise. C'était les capitaux français, c'était l'expertise française avec la matière première camerounaise. C'est la France qui amène les premiers noirs camerounais à venir étudier en Europe, parmi lesquels mon père. Donc, on prenait les plus brillants, on les envoyait ici étudier et on dit rentrer gérer les usines que nous avons créées. À quel moment un Camerounais a créé une usine? Réfléchissez. Quand vous dites que le Cameroun était bien avant, mais vous étiez qui? On était sur les arbres en culotte. C'est maintenant, après, comme Biya est en train de préparer son départ, c'est ce que nous avons travaillé. C'est pour ça que j'ai rejoint cette coalition pour aider le président à partir en paix. C'est qu'on change un peu les institutions, qu'on remette un peu la constitution moins lourde et qu'on ouvre un peu les vannes. Nous, on peut apporter des centaines de milliards au Cameroun. Les Camerounais, la diaspora, on peut amener l'expertise. Il y a des sociétés qui ferment ici que le Cameroun peut racheter pour voler. Les Chinois rachètent même les sociétés de vin en France pour apprendre à faire du vin. Ça n'empêche pas qu'ils fabriquent les voitures aussi. Les sociétés chinoises au Cameroun maintenant, dans mon village d'ailleurs, ils ont acheté le terrain au bord du Nion. Ils pêchent les silures, le poisson, les carpes, et ils les développent, ils les élèvent à côté, et les crevettes, et ils mettent dans les cars, ils vous vendent, et ils vendent à l'étranger. Notre propre poisson est vendu par les Chinois. L'argile, ils viennent, ils portent ma carrière, ils mettent la boue, ils s'en vont, ils chauffent. Chauffer l'argile à 3400 degrés, ça donne ce que vous appelez, qu'est-ce qu'on met au sol là? Les carreaux. Au Cameroun, c'est dans mon village, c'est les Chinois. Mais parce que le Camerounais est dans les débats, le bavardage francophone, oh le FMI, oh ceci, oh, les grandes théories, on allume la télé, on est caché en Belgique. Mais les autres travaillent. Moi, je suis là pour mes activités économiques, académiques et politiques, mais après, vous allez me retrouver en culotte, en train de toucher l'huile de palme. Avec des vrais partenaires, on fait une ligne de savon, la saponnerie. On fait une huile de palmiste. Mais où sont les partenaires? Quand un Camerounais t'appelle, oui, j'ai vu le reportage que Bruno Midiana a fait, je voulais que tu me fasses la même chose. Mais monsieur, vous êtes un peu fou du cervelet, vous. On dit partenariat, on n'a pas dit de venir voler les énergies. D'ailleurs, je vais vous laisser. Je n'ai pas envie de donner plus d'importance aux idiots, parce que ça les... Mais j'avais monté un projet de télé, et puis un petit type qui se présente comme un ingénieur, un docteur, un machin de médiocrité.
caché à Dubaï, là, il vient dans mon projet, il me harcèle le message, il veut entrer dans le projet. Et puis quand on ouvre, il me prend 2 ans. Les réunions, le travail, on produit, j'écris tout de A à Z, je donne jusqu'au nom. Je crée ma télévision, il est incapable même de payer ses participations. J'arrive au pays, je lance ma télé, je prends mes billets, il me suit, il dit non, on va lancer. Et vous savez quoi? C'est avorton qui est connecté. Je suis un roi. Mais il n'est pas sorti d'affaire. Je ne vous dirai pas tout, mais la méchanceté des Camerounais, c'est que le mec, un beau matin, la société de télévision, c'est BKZ, que j'ai créé, parce qu'on me demande où sont mes sociétés, où vous bavardez souvent. Et la société, c'était BKZ, donc Bissok et Queze TV. Donc on a des parts à moitié. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apport en numéraire et l'apport en industrie, pour ceux qui savent. Et cet abruti, il ne mérite même pas qu'on lui... Il se lève un matin, il dit qu'il enlève mon nom, il enlève le B de ma télévision, et il commence à vouloir opérer avec ma télévision. Je lui ai juste rappelé que Yaoundé, c'est mon village. Je suis le petit-fils, arrière-petit-fils d'Ongwa Bissoro. Il ne faut pas s'amuser comme ça, jeune homme. Mais comme nous, on est grands, on digère. Et voilà l'esprit camerounais. Une méchanceté à nul autre pareil. Une haine de la vie. Mais après, on prend du recul, on dit non. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Donc, j'étais en train de vous dire, chers jeunes, que nous devons reprendre notre pays et se battre pour créer des conditions de vie meilleures, l'industrie, offrir du rêve. C'est pour ça que je voulais répondre à un des jeunes qui disait « Oui, mais toi, tu connais tout le monde. Tu connais tout le monde. » Mais figurez-vous, vous savez, quand le petit Bidjan arrive me voir, parce que c'est à moi que le président Mobiama envoie l'avion, un jet privé pour amener les journalistes. Je suis avec mon pote Tagou. Et quand je vois ce jeune homme arriver, il est tout jeune, avec son père, et il vous a dit lui-même que j'ai mis son nom parmi les gens qui devaient poser les questions à Obiang. Donc j'ai mis l'enfant devant le président. Et il a eu 5 millions de cash pour lui. Et sur ce voyage, il était au moins à 25 millions. Il n'avait pas 20 ans. Quand tu fais ça à des jeunes, et qu'un jeune, 15 ans plus tard, vienne te dire merci, est-ce que vous croyez que c'est usurpé? De passage, il dit, tu es mon père. Oui, mais comment tu dis que c'est ton père? Mais oui, qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai géré du milliard. Peut-être pas pour moi, parce que je ne suis pas un voleur. Ceux qui ont volé sont là où ils sont aujourd'hui. Nous, c'était pour redistribuer. J'étais le président du Conseil panafricain des médias. Vous pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, quand tu veux appeler un chef d'État, tu vois tous les gens d'un même village sont là-bas dans les pays africains en train d'embêter, d'escroquer les chefs d'État avec les petits journaux en carton. Donc, j'étais le président du Conseil africain des médias, du très haut niveau. Et le président Obiang, c'était 500 millions. Non, qu'est-ce que je dis? 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Que j'ai géré, on a géré. Donc, quand la vie peut te ramener parfois à une situation plus dure, et tu écoutes les gens parler de toi, tu dis, mais attendez, vous parlez de qui là? Vous savez, on a montré mon petit domaine au village. Je vis sur 1 hectare. Je vis sur 1 hectare. D'accord? Mais j'ai des centaines d'hectares. Mais je vis sur un petit hectare. Et puis je vois quelqu'un qui dit là, comme vous dites tout sur le net, là, oh, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pas pour lui? Mais je n'ai pas besoin de ça, mon ami. D'accord? Il faut savoir que l'Afrique a eu ses érudits
et que toute ma vie, je suis dans une bataille de reconnaissance, une bataille de fuite de la médiocrité, une bataille d'excellence. Je me suis battu comme un diable pour être là où je suis, les jeunes. J'ai lu plus de 3000 livres parce que j'étais orphelin, rejeté partout. On me fermait les portes. Tous les soirs, j'entendais mon grand-père et ma grand-mère en recettes compter 100 millions, 200 millions de recettes. De CFA. Je parle de mes grands-parents. D'accord? Vous avez tous les moyens de vous renseigner. Et après, ça a périclité parce que la mauvaise gestion des Noirs, la haine entre les familles, les enfants, la jalousie, ils ont tout détruit. Et je suis chargé aujourd'hui d'être la nouvelle étoile qui fait renaître le patrimoine inestimable, mais intellectuel, parce que je me suis formé moi-même. Et je suis allé à une très haute école. Je vais vous donner un petit truc, un petit cadeau. Vous savez pourquoi le président Denis Sassou Nguesso a fait de moi son fils? D'ailleurs, il y a un monsieur, je ne sais pas, il m'est arrivé des choses dans ma vie. C'est comme si à un moment on a volé mon étoile. On m'a tué, quoi. Je suis en train de renaître. Hein. À un moment, on a voulu m'effacer. Il y a un ami qui s'appelle Jean-Luc Baga, il peut être témoin. Le président Paul Biya devait me recevoir à Plaza Athénée. Nous sommes en 2010, hein, Athénée. Ça fait combien d'années? Je parle de 2010, là. Belinga Eboutou était vivant. 2010. C'est des lives qui vont s'effacer, donc vous allez télécharger si vous voulez. 2010. Ça fait 16 ans. Oui, à peu près. Et le président Paul Biya veut me recevoir. Nous sommes à Paris. Hein. Voilà. Je ne sais pas, certains d'entre vous étaient encore en train de chasser les rats à Fondjomonguette. Vous étiez influenceur d'où? De Bankou, de Banzou, de Bankwa. Vous étiez qui, vous? Et en 2010, je suis le journaliste le plus puissant de la place parisienne. Attention. Éditorialiste de très haut vol, avec un contrat sur Canal+. Parce que je parle de Télé-Sud pour Canal+. Donc j'arrive à ce rendez-vous à Plaza Athénée avec mon ami Jean-Luc Mbaga. Et je pense qu'il y a René Sadi qui est là, qui est secrétaire du parti. Mbela le jeune est l'ambassadeur du Cameroun. Et puis Belinga Eboutou le grand. Et je suis avec mon ami Jean-Luc Mbaga. Il faut toujours avoir des images et des témoins. C'est pas parce qu'on ne dit pas tout. Et le président m'attendait. Et quand je passe faire les civilités, m'annoncer, me saluer les grands, papa, moi je passe. Et puis derrière moi, Jean-Luc veut passer, mais ça, il avait travaillé, quoi, sa chaîne là, ça s'est coupé. Comment vous appelez ça, les trucs de l'église là? On voit même plus vos commentaires. Ça s'est coupé et puis il a commencé à ramasser. Quand je me tourne, on est en train de le déporter très loin. Pour vous dire que plus tard, j'ai compris il m'a dit qu'il avait passé la nuit à travailler son bracelet. C'est quoi? Son collier? Comment on appelle ça? Oh. Moi, je suis un enfant pur. Vous voulez que... Moi, je n'avais pas hésité d'aller travailler quelque chose pour aller rencontrer le chef de l'État. C'est mon travail, le talent qui m'a... D'accord? Parce que nous étions déjà à l'Élysée, il y avait un sommet avec l'Afrique et tout, et j'étais le gars qui tenait tout à l'Élysée. D'accord? Et on n'en a jamais fait un bruit. Hein? Mais Jean-Luc est vivant. Et au sortir de là, je ne sais même pas comment vous raconter. Et le président Sassou Nguesso est en train de sortir. Est-ce que vous pouvez croire ça? Dans la vie, et je termine par là pour vous dire que la vie est mystique, les amis. Elle est belle celle-là, écoutez bien. Quand je sors, voilà le président Sassou Nguesso, le Nguès, très charismatique, très beau.
Aujourd'hui, je suis privé d'aller même faire son élection au Congo. Les usurpateurs ont occupé tous les postes. Ils nous ont tués, quoi. Alors, le président Sassou sort et je croise le président Sassou. Il sourit comme si on se connaissait. Et puis, un de ses gardes du corps zélé me pousse. Je dis, ah, qui est Atara? Et quand il me pousse, j'étais un peu plus costaud. Je n'étais pas comme vous dites que j'ai trop. Je dis, non, monsieur, oh, nous sommes en France, vous n'avez pas ce droit. Pourquoi vous me bousculez? Et puis ça a créé un tollé général à l'hôtel, au Plaza Athénée. La sécurité, les personnels de l'hôtel, on dit non, vous a dit d'être moins zélé, il ne faut pas agresser, c'est des journalistes, attention. Vous. Et Sassou Nguesso est resté calme. Et il a appelé un de ses gars. Il a dit en lingala, Ezaba numéro, prenez-moi le numéro de cet enfant et laissez pas de problème, Ezaba, problème, Ezaba. Et les gars viennent, non, le chef de l'État a dit de ne pas se fâcher, lui vous a reconnu, il vous voit à la télé, donc il venait. En fait, le président Sassou Nguesso, je l'apprendrai plus tard, m'a vu de loin. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut être avenant. Donc le président Sassou, lui, descendait, moi je ne l'ai pas vu, mais il m'a reconnu. Parce que je passais sur on passait sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les télévisions en Afrique. Rappelez-vous de Télé-Sud, la puissance, c'était la seule chaîne noire des Noirs en Europe. Et mes éditos étaient partout. Donc le chef d'État m'a reconnu et pendant qu'il vient vers moi, moi aussi je vois un grand monsieur qui... Je souris, je ne comprends pas, lui m'avait déjà vu et c'est un de ses gardes qui est zélé qui me pousse. Voilà comment une relation... Le président dit qu'il m'appelle. Alors, bon, je dis ok. Et vous savez quoi? Le lendemain, je vais à mon bureau, à Télé-Sud. Je ne vais pas tout dire. À peine j'arrive au bureau, je suis en train d'entrer, le téléphone fixe ne fait que sonner. Notre télévision, c'était à 35 rue Cognac-G. Quand on dit télé, c'était 300 000 € de budget par mois. Donc les Camerounais qui disent qu'ils ont des télés là, vraiment, allez faire, faites le commerce, vraiment. Vendez les oignons. Vous ne pouvez pas faire de télévision, vous n'avez pas de moyens. Non seulement vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'intelligence, vous détestez la compétence, vous n'aimez pas la beauté et vous êtes aigri. La télévision, c'était 300 000 € de charge à rue Cognac-G par mois. Alors, le téléphone ne fait que sonner. Je vous parle des années 2007, 2008, 2009, 2010. D'accord? Et pour ceux qui veulent voir le salaire à l'époque, parce que vous aimez qu'on vous montre tout. Hein? Un journaliste calibré, éditorialiste en France, c'est 6 000 €. Je ne sais pas combien les autres gagnent. Avec carte de presse, ce n'est pas le bricolage. Alors, donc, le téléphone ne fait que sonner 3-4 fois. Ça, je dis, mais... Et la secrétaire n'est pas là. Imaginez, je décroche. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est le cabinet du président Sassou Nguesso. Il voulait savoir, il voulait une équipe de reportage pour Brazzaville. Une équipe de 5 à 10 personnes au Brazzaville. C'est pas moi qu'on appelait spécialement, mais la veille, on avait déjà eu, et on a dit, on va m'appeler. Et j'arrive à Télé-Sud, on est en train d'appeler pour une équipe qui va accompagner le président, enfin, Madame Sassou, le président, voilà, tout ça. Bon, vous voyez ce que c'est que la providence? Je décroche, je dis oui, je suis là, j'ai ma société de production à l'époque qui marche très bien, parce qu'ici, on est producteur d'abord.
tous les grands journalistes que vous voyez là, de Drucker à je ne sais pas qui, hein, les Nagui, même les journaux, et Kabash, chacun a d'abord une société de production et on achète des programmes. Et c'est ce que j'ai amené au Cameroun avec mon matériel. Quand je suis allé au Cameroun, j'avais plus de 200 000 € de matériel que j'ai donné à des chaînes de télé. On ne m'a jamais payé. Et j'entendais les gens dire, oui, il est salarié. Non, je n'ai jamais été salarié, j'ai été producteur de mes émissions. Quand vous ne connaissez pas, c'est pour ça que je me sens libre aujourd'hui de m'exprimer parce que j'ai été beaucoup comprimé. Je ne pouvais pas parler, je ne savais pas pourquoi. J'ai laissé les gens dire tout et n'importe quoi. Peut-être c'est aussi mon école d'aristocratie. Un grand ne répond pas à tout, mais parfois il faut dire. C'est pour ça que... Bon, bref. Quelle est donc la probabilité pour vous que le président Sassou dise « Je veux travailler avec ce jeune homme » et le lendemain on n'appelle pas moi? Si je n'étais pas là, quelqu'un d'autre allait prendre et il allait partir puisqu'ils n'ont pas dit qu'ils voulaient de moi. C'est quand j'arrive à Brazzaville, vraiment première classe, tous ces noms, les Congolais sont les patrons du monde, hein. C'est des gens chics, hein, c'est pas des Camerounais. On te dit tu veux combien? Et le président s'assoit à la fin, je vous dis, j'étais très jeune, il me dit alors, tu veux combien? Ah, je ne réponds même pas, je sors d'abord et tout. Le bras droit du président me suit dans nos hôtels, nos appartements, parce qu'on était bien, j'avais suite et tout, avec toute mon équipe. J'ai amené une Togolaise, j'étais avec une Ivoirienne, oh, comment elle s'appelle? C'est une grande dame, directrice de Fraternité Matin. Oh là 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 là. Je pense qu'elle est ministre aujourd'hui. Ah, je vais chercher les noms. Bon, bref, c'est pas important. Le type me dit, alors, le président t'a demandé qu'on te donne combien, toi et ton équipe? Ah. Ouais, quand tu n'es pas né voleur. Mais c'est pas possible. Mais c'est la vie, non? L'essentiel, c'est d'être heureux, libre et fier de soi. C'est pas l'argent qui fait les hommes. C'est pas l'argent qui fait les hommes. L'avenir nous dira ce que je deviendrai. Et une personne, quelqu'un était... Je vous disais que mes rapports, par exemple, avec... ne soyez pas surpris de vous dire qu'au Cameroun, je connais presque tout le monde, tous ceux qui comptent. Et ce matin, j'avais d'ailleurs cette discussion. Hein. Mais comment tu es l'ami du vice-dieu du Cameroun? Mais tu ne fais jamais état. Quand je dis ami, ça veut dire ami. Hein. Voilà. Mais parce que dans ma nature, je n'ai pas appris à... J'ai appris à dissimuler beaucoup de choses pour ma survie. J'ai tellement de chance dans ma vie que dès que je montre aux gens la faille, je suis éliminé. Et mon talent seul permet souvent de m'éteindre. Donc en Afrique, si tu veux vivre longtemps, sois bête, ou fais le mort, fais l'idiot, fais le commerçant Bamileke là, qui croit faire le bête alors qu'il gagne des milliards. C'est pour ça que je me sens un peu Bamileke, c'est-à-dire, c'est pas un truc tribal, c'est psychologique. J'ai développé un petit côté Bamileke, Bams là. Hein? Moi j'ai un petit côté Bams là où c'est très dur que je te montre mes cartes d'entrée de jeu, quoi. D'accord? Et c'est une qualité que j'aime bien. Le BAMS, lui, te détourne. Quand il te dit, garde pas au Cameroun, le Cameroun ne marche pas. Oh, tu arrives, il a 2 immeubles. Ouais, tu arrives, il a 10 hectares de tomates. Et lui, t'a dit ici, il a dit au gars, voilà, achète les vestes, dis donc. On va danser dans le 18e, il arrive au Cameroun. Mbia, c'est qui? Tu arrives, il a la carte du parti avant toi, il est sénateur avant toi, il est membre du comité central avant toi. Et puis ces gars-là, ils ne s'attaquent jamais entre eux. C'est ce petit côté BAMS que j'ai développé et j'adore. Ils sont d'une intelligence terrible. Ils te disent non, dis non, laisse ça, il n'y a rien.
Vous savez qu'à l'époque, j'avais 10 taxis, par exemple. Quand j'ai commencé le transport, j'avais une dizaine de taxis à Douala. Bon, on arrête là. On continue demain.